Manuel Bompard incarne la voix indignée de ceux qui refusent de détourner le regard, dénonçant avec une farouche constance le premier génocide filmé en direct où, sous les yeux connectés du monde entier, des civils palestiniens, enfants, femmes, vieillards, sont broyés dans l'indifférence complice de l'histoire. L'avertissement ignoré, Manuel Bompard avait sonné l'alerte sur le désastre humanitaire à Gaza, mais ces mots, porteurs de prévoyance, se sont heurtés à un mur de silence médiatique, preuve d'une complicité passive face à l'inacceptable. Éteindre les témoins pour éteindre la vérité, tandis que les bombes tombent, ce sont les journalistes palestiniens, derniers yeux du monde sur l'horreur, qui sont systématiquement réduits au silence, une tentative implacable d'effacer la mémoire du crime en temps réel. Se taire devant le crime, c'est y participer car l'inaction est la première complice de l'injustice. Le silence face au crime n'est pas neutralité, mais connivence muette, car l'âme qui détourne le regard abdique sa part d'humanité. La sagesse d'agir avant le désastre, la lucidité de voir venir l'irréparable pour l'empêcher. Écoutons Manuel Bompard quand il alertait. Il faut que la France hausse le ton, il faut que la France déclenche des sanctions, il faut que l'Union européenne déclenche des sanctions. On ne peut pas laisser faire ce massacre sans réagir. Et malheureusement, nous sommes trop peu à porter ces paroles dans la classe politique. Mais je sais que cette parole, elle par contre, elle est portée très massivement dans le pays, comme on peut le voir avec toutes les manifestations qui ont lieu partout en France, comme c'est le cas aussi d'ailleurs à l'échelle internationale. Et c'est sans doute pour nous empêcher de continuer à porter cette position que on se retrouve confronté à des invitations dans des plateaux télévisés qui ressemblent davantage à des gardes à vue. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Alors, si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Les choses soient bien. Que faisons-nous en France? Oui. Comment nous mobiliser pour que cela cesse, pour que des centaines de milliers de personnes arrêtent de mourir? Alors, Parce que c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre. Non. C'est pas le Hamas qui a déclenché la guerre, le 7 octobre? Alors le 7 octobre, moi je condamne tous les crimes Non, mais contre est-ce que l'humanité. c'est le Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre? Je condamne tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Mais vous répondez pas à la question. Est-ce que c'est le Hamas qui a déclenché la guerre le 7 octobre? Essentialiste, j'ai vu M. Bayrou qui faisait la même déclaration. Non, mais parlez pas de François Bayrou. Non, mais vous pouvez me répondre oui ou non. Mais oui, mais j'ai bien le droit de contextualiser vos questions. Oui, non, elles ne sont pas possibles. Est-ce que le Hamas a déclenché la guerre le 7 octobre? Elle est simple, ma question. Il faut condamner ce qui s'est passé aux États-Unis, bien évidemment. On parlait de la rhétorique qui était utilisée de manière systématique, que ce soit dans les médias, par Benjamin Netanyahou. Cette rhétorique de condamnation, vous avez employé la même quand il s'agissait de condamner le Hamas. Vous avez demandé, je pense, cette question plus de fois qu'il n'y a de jours dans l'année. Aujourd'hui, c'est la même chose qui est employée. Moi, je suis un étudiant. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à Washington? Vous voyez, c'est exactement ce que je dis. Vous répétez cette question. Oui, mais ne me répondez pas à la question, c'est ça qui m'interroge. Alors, déjà, premièrement, sur l'article qui a été fait par BFM TV, la manière dont sont présentées les choses, le titre, c'est « Car juif, on ne le sait pas encore ». Bien entendu, si c'est un acte antisémite, il est à condamner. S'il n'est pas antisémite, il est à condamner parce que des gens sont morts, mais il n'est pas à condamner parce que... un crime, quel qu'il soit, est à condamner, non? Bien sûr, mais là, on parle... Le titre de l'article... Oui, parce que c'est un couple juif qui a été visé dans un musée juif, et la personne a parlé de la Palestine juste après. Ce qui est sous-entendu, c'est l'antisémitisme. Vous voyez un autre motif? Vous mettiez aussi en question le discours de Netanyahou, qui justement accuse antisémite. Là, je cite simplement... Mais vous utilisez le même discours. La police américaine, donc c'est vous qui faites des amalgames, pardon. Hein. On cite simplement... le titre de BFM TV qui est mis en avant, pourquoi c'était un acte... Mais on ne l'a pas inventé, c'est la police américaine qui parle d'actes antisémites. La police américaine parle d'actes antisémites. Oui. Nous avons actuellement... On vient d'avoir avec Benjamin Netanyahou un président nouvellement élu qui recommande de lancer un vaste plan immobilier à Gaza, de vider la population gazaoui, qui soutient Netanyahou, même si leurs relations sont de plus en plus compliquées aujourd'hui. Donc, mais je vois que vous remettez déjà en cause simplement le fait que ça soit un crime antisémite. C'est ça qui est assez curieux. Bien sûr, je m'élève contre ce narratif parce que c'est le même narratif qui a été employé depuis presque 2 ans maintenant pour disqualifier toutes les mobilisations pour la Palestine. Aujourd'hui, à Gaza,
c'est la solution finale que Netanyahou met en avant. La solution finale. Oui, le plan final. Il l'a appelé plan final. Pas solution finale, parce que solution finale, vous faites référence à quoi? Plan final. Excusez-moi du lapsus. Le plan final. C'est fait exprès. D'accord, c'est fait exprès. Bah oui. En tout cas, ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Les dirigeants israéliens le reconnaissent eux-mêmes. Mais pourquoi vous? C'est intéressant parce qu'on parle quand même d'un crime antisémite aux États-Unis et vous nous parlez tout de suite de Gaza, du génocide à Gaza. Antisémite, on ne le sait pas encore. Les génocides, vous le savez. Le fait est que dire que c'est un crime antisémite rentre dans un narratif qui nous est rabâché depuis plus de 2 ans. Et génocide, c'est pas un narratif non plus. Ça, vous êtes sûr sur le génocide, mais sur le crime antisémite, vous n'êtes pas sûr. Parle de génocide, Human Rights Watch parle de génocide, Amnesty International parle de génocide, l'ensemble des organisations de défense des droits humains parlent de génocide, de crimes contre l'humanité, et on est encore en train de faire de la sémantique sur le génocide, s'il y en a un ou pas. Alors, ma réponse sera... Toujours, on essaye de répondre oui, non. Là, ce n'est pas le sujet. Ah bon, d'accord. Mais est-ce que le 7 octobre, la guerre a été déclenchée par le Hamas? La guerre n'a pas été déclenchée par le Hamas. Le 7 octobre fait partie d'un accélérateur qui a permis aussi à Israël de justifier le génocide. Je vous pose la question. Quelle est la source? Est-ce qu'il y a des manifestations? Non, vous me demandiez, vous me disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Aussi bien le peuple palestinien. Ah bon? Ben oui. Comment? Oui, en le privant d'une partie de l'aide humanitaire. Ah bon? Vous avez des informations fiables là-dessus? Eh ben, vous en avez. Les ONG avec qui je dis qui ne sont pas fiables là-dessus. Apparemment, vous reprenez la propagande de Netanyahou. En tirant, mais pas du tout. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices? Alors. Si vous posez des questions, vous aimez qu'on vous y réponde ou pas? Je vous pose la question. Alors je réponds dans l'ordre. Allez-y. Sur l'aide humanitaire. Oui. J'en discutais vendredi encore avec des représentants de l'UNICEF. J'en discutais il y a une semaine avec un représentant, un responsable de l'UNRWA sur place. Ce qui se passe sur l'aide humanitaire, elle est bloquée par les autorités israéliennes. Aujourd'hui, et ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une partie de cette aide humanitaire qui est volée par des gangs, des voyous. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a essayé, je ne défends pas le Hamas, vous allez voir dans un instant, ça dépend. Le Hamas a essayé, ça dépend? Oui. Moi, j'ai défendu le Hamas quand? Là. Quand? Vous défendez le Hamas. Quoi? Vous défendez le Hamas. Est-ce que non, laissez-moi terminer. Et d'abord, vous allez me répondre quand ai-je défendu le Hamas? Est-ce que j'ai défendu le quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Quand ai-je défendu le Hamas, Jean-Jacques Bourdin? Émeric Caron. Quand ai-je défendu le Hamas? Émeric Caron. Jamais. Maintenant, je vais terminer pour essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, l'aide humanitaire est volée notamment par des gangs locaux. Et vous savez par qui ils sont soutenus? Pas par le Hamas, par l'armée israélienne. Et le Hamas a essayé de s'interposer dans cette situation précise, et le Hamas se fait tirer dessus par l'armée israélienne. Voilà la réalité. Il faut faire votre boulot. Il faut faire votre boulot de journaliste et vérifier. Vous n'êtes pas là pour me donner des leçons de journalisme. Non, je vous demande juste de vérifier vos informations. Votre prétention est grande, mais mais limitons la. C'est pas la peine de faire des attaques ad personam. Lorsque je vous fais remarquer que votre information n'est pas fiable, Jean-Jacques Bourdin. Je vous pose la question. Quelle est la source? Est-ce qu'il y a des manifestations? Non, vous me demandiez, vous me disiez à l'instant, le Hamas vole. Je suis en train de vous poser la question. D'où tirez-vous l'information selon laquelle c'est le Hamas qui affame aujourd'hui les populations palestiniennes? C'est le Hamas qui a privé la population palestinienne d'une partie de l'aide humanitaire. Vous le savez bien. Donc en ce moment, c'est le Hamas qui affame. Tout le monde le sait, c'est renseigné. Tout le monde le sait. Bon, alors je la connaissais pas cette source, tout le monde le sait. Alors je discutais avec. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est ça qui m'intéresse. Je réponds à votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est complice. En ce qui concerne, est-ce qu'ils sont complices? Et c'est sans doute pour nous empêcher de continuer à porter cette position qu'on se retrouve confronté à des invitations dans des plateaux de télévision qui ressemblent davantage à des gardes à vue de des émissions de télé. Prouvez-le. Comment on fait? Ah mais je sais pas moi, c'est pas à moi de vous montrer.
J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que je vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je vous regarde, je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Pour être sûr que vous m'ayez tous compris, je condamne les actions du Hamas, je condamne le Hamas, mais je condamne aussi les actions du gouvernement israélien qui bombarde des civils palestiniens. Missiles, de répondre à côté comme ça systématiquement. C'est incroyable, incroyable d'être ambigu et flou sur un sujet aussi important. C'est fou C'est incroyable. Vous n'êtes pas d'accord, Jimmy? Je suis toujours en sursis, donc je vais la mettre en sourdine encore sur ce sujet-là. Mais flou, c'est un Viviane. Double impact, quoi. C'est odieux. Parce qu'avec des propos comme ça, Kader, vous faites le jeu des frères musulmans et de Karim Benzema, qui, je le rappelle, n'a pas tweeté pour le 11 septembre, n'a pas tweeté pour le petit Grégory, n'a pas tweeté pour Hiroshima. Mais elle a raison, hein? Bien sûr. Mais elle a raison. Monsieur Arbouni, ah oui, je vous rappelle pour info que le... Ouais, non, désolé. Des émissions de télé. Et quand vous êtes confronté à des gens qui ne vous posent pas des questions, mais essayent de vous faire des procès, de déformer vos positions, de manipuler ce que vous dites pour le faire dire finalement l'inverse, de vous attribuer des positions qui n'ont jamais été les vôtres. Et quand, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon le dimanche, vous dites que ces processus-là sont des processus de manipulation, vous avez l'ensemble de la caste médiatique qui se serre les coudes pour dire « Oh mon Dieu, comment vous pouvez critiquer une journaliste ?» Mais on a le droit de critiquer les journalistes et il faut être en capacité de critiquer les médias qui font mal leur travail. Et je veux dire qu'il y a une forme d'indignation à géométrie variable qui est insupportable. Les mêmes qui sont tous montés pour bêler en cadence pour soutenir Routel Krief parce que Jean-Luc Mélenchon pointait la manipulation dont elle avait fait preuve dans l'émission dans laquelle elle m'a interviewé. Les mêmes n'ont pas eu un mot sur les plus de 60 journalistes qui sont morts à Gaza sous les bombes de l'armée israélienne. Les mêmes n'ont pas eu un mot quand une journaliste de France Info ou une journaliste du Média se font attaquer et menacés par l'extrême droite. Les mêmes n'ont pas eu un mot quand le gouvernement a essayé d'empêcher Madame Lavrieux du journal Disclose de pouvoir publier son enquête. Les mêmes n'ont pas eu un mot à ce moment-là pour défendre la liberté de la presse qui soi-disant serait attaquée. Donc vous voyez bien la tartufferie de ceux qui montent comme ça en cadence pour s'en prendre unanimement à Jean-Luc Mélenchon, soi-disant au nom de la liberté de la presse. En vérité, c'est pour défendre une vision, un discours totalement orienté de la situation internationale aujourd'hui. Et finalement, celui qui a le mieux révélé ça, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a montré, qui a en quelque sorte fait sauter le décor. La vérité, c'est que ces gens-là, ceux qui nous donnent depuis 1 an et demi des leçons de bonne conduite sur la manière avec laquelle il faut parler à l'Assemblée nationale, sur les mots qu'on a le droit d'utiliser, les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sur les tenues qu'on a le droit de porter, celles qu'on n'a pas le droit de porter, ceux-là même, quand ils sont confrontés à cette situation, ils se permettent d'aller à la radio pour dire au principal opposant de ce pays ferme ta gueule. Et c'est le président du Sénat qui est censé être la personne qui remplacerait le président de la République s'il lui arrivait quelque chose, qui dit ça à son opposition. Voilà la conception de la démocratie qui est la leur. Et il faut la relier avec la multiplication des 49.3 à l'Assemblée nationale, avec cette forme de criminalisation de l'opposition politique. Vous avez 2 députés macronistes qui à l'Assemblée nationale ont appelé à ce qu'on mette les insoumis, qu'on les fiche, qu'ils aient une fiche S. Voilà, des députés macronistes se permettent de dire ça aujourd'hui. On est dans un moment où la parole de l'opposition politique, elle est caricaturée, elle est criminalisée, elle est méprisée, et finalement, il vaudrait effectivement nous faire taire. Et donc, voilà ce qu'il faut dire très clairement à Gérard Larcher. Il faut lui dire les yeux dans les yeux. D'abord, il nous fait pas peur, il nous intimide pas, il devrait parler autrement, mais surtout qu'il compte pas sur nous pour fermer notre gueule, parce qu'on n'a pas prévu de le faire. Parce que on considère que les propositions politiques que l'on porte, la parole que l'on porte à l'Assemblée nationale, c'est celle des électrices et des électeurs qui nous ont élus pour ça, qui attendent de nous qu'on se batte contre les mauvais coups du gouvernement, qui attendent de nous qu'on se batte pour le pouvoir d'achat, qui attendent de nous pour qu'on se batte pour qu'enfin il soit fait quelque chose face à l'urgence climatique, qui attendent de nous que nous refusions la multiplication et la banalisation des discours racistes et islamophobes auxquels on a le droit depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années. C'est notre rôle de porter cette parole. Donc non, désolé, monsieur Larcher, nous ne fermerons pas notre gueule. Nous allons continuer
continuer à faire notre travail d'opposition et si ça vous plaît pas, c'est dommage pour vous, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. On continue la bataille. Je voudrais vous remercier pour tous les messages de soutien que vous nous avez fait parvenir. Il faut continuer à se mobiliser. Il faut continuer à se mobiliser notamment sur la situation internationale pour que les bombes s'arrêtent le plus rapidement possible. Il y a des nouvelles manifestations encore ce week-end. Il faut continuer à se mobiliser aussi pour que le plus rapidement possible on tourne la page de la Macronie qui fait trop de mal au pays. Il faut continuer à se mobiliser pour empêcher l'extrême droite qui essaye maintenant de s'emparer de nos rues, pour l'empêcher de continuer ou de croire qu'elle va pouvoir faire la loi dans ce pays. Il faut continuer à apporter une parole qui est une parole de paix civile, une parole de paix à l'échelle internationale, une parole de partage de la richesse pour qu'enfin le pays fasse face uni aux défis qui sont devant lui. Voilà quelle est notre boussole, voilà ce qu'on continue à apporter. Voilà, on va continuer à le faire et avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Si vous voulez abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.